bienvenue à tous pour ce masterclass avec nos trois. Je vais me présenter, voilà, vous devez me voir comme ça mieux. Bienvenue à tous. Nous allons commencer donc ce masterclass. Comme je vous le disais, je suis accompagné de deux experts, c'est pour ça qu'on l'appelle masterclass, qui sont Lucie Parot et Michel Thierry, tous les deux distants. Alors voilà l'intérêt de ces webinaires à distance, parce que Lucie est à Kamouraska, c'est ça? C'est ça. Dans le Québec, un peu paumé dans le Québec, hein, c'est ça? Oui. Tout le long du fleuve Saint-Laurent, Tout à tout au fait. nord, hein, c'est ça? Nord, Pas, pas tout au nord, mais plus au nord que Montréal, oui. plus au nord Mais que sur la rive Montréal. sud. Nord-est. Mais Et sur la rive sud. Michel Thierry, qui est à Brighton, en Angleterre. Il nous montrait tout à l'heure la vue sur la mer ou sur la Manche. C'est la Manche, je suppose. Oui, c'est la Manche. Voilà. Et puis, moi-même, je suis à Genève. Donc, vous voyez des experts internationaux qui sont ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cette masterclass. On parlera de valeur et de gestion de projet. Alors, je commence. Ça y est, je crois que vous êtes tous arrivés. Vous avez vu que je vous ai mis un lien. Alors, je pourrais peut-être le remettre si vous ne l'avez pas vu, mais dans la conversation, je vous ai mis un lien. C'est le lien vers le PDF du PowerPoint qu'on va vous présenter aujourd'hui. Ce qui vous permet, si vous avez des difficultés à le suivre là, de pouvoir le télécharger ou même après, pouvoir le télécharger. Alors, vous connaissez un peu les règles de Zoom. On vous demande de nous poser des questions dans ce qui s'appelle Q&A, QAR en bas. On répondra donc à ces questions. Vous pouvez aussi nous mettre des informations sur la discussion. On prendra en connaissance ces éléments-là et au milieu, du moins à peu près aux trois quarts de la présentation, on prendra vos questions, puis on essaiera même aussi de dialoguer avec vous en direct par ce Zoom. Je voulais aussi vous informer qu'en tant que masterclass, on va passer 1 heure et demie ensemble, 1 heure qui sera quand même consacrée avec questions, mais surtout à vous présenter un peu ce que savent faire nos experts et des démonstrations et des expertises, des savoir-faire, des retours d'expérience. Et puis, on se réservera la dernière demi-heure. Alors, pour ceux qui ne pourront pas la suivre, ils pourront la revoir, mais par des questions et des réponses, des échanges avec le public, parce que je suis sûr que tout ce qu'on va parler au sujet de la valeur et des projets vous interpelleront et des questions vont fuser. Alors, Lucie et Michel sont là pour vous y répondre. Alors, juste quelques mots sur l'Université de la Valeur qui organise ce webinaire. C'est une université, c'est-à-dire que ça regroupe un ensemble de personnes qui ont une envie de promouvoir la valeur sous toutes ses formes. Justement, avec Olaf de Hemmer, il a été écrit un ouvrage dans lequel tous ces auteurs ont participé qui s'appelle Valeur et Management. Et je vous encourage à le consulter pour découvrir toutes les méthodes qui parlent de la valeur. On parle aussi de processus, on parle de gestion de projet, on parle de fonctionnalité, on parle de value dans toutes ses formes. Donc, n'hésitez pas à regarder cet ouvrage. Alors, justement, chef de projet, aujourd'hui, si on parlait valeur, parce que la valeur, on en entend parler de partout, que ce soit en agilité et de plus en plus en gestion de projet. Alors, Michel Thierry, depuis de nombreuses années, je dirais presque une vingtaine d'années, parle de valeur dans la gestion de projet. Et puis, petit à petit, la valeur est en train de prendre une place importante, même dans le PMBOK, comme étant un des éléments essentiels pour la réussite des projets. Je laisserai Michel vous en parler dans quelques instants. Alors, justement, on se concentre sur cette valeur, mais qu'est-ce que c'est la valeur? La valeur, c'est tellement quelquefois difficile à palper. Tout le monde en parle, mais quelquefois, personne ne sait ce que ça veut dire. On parle de coût, on parle de prix, on parle de valeurs aussi avec un S, les valeurs morales. On parle de plein de valeurs. Alors nous, on va essayer pendant ce webinaire de
d'essayer de clarifier un petit peu ce qu'on pourrait entendre comme valeur, que ce soit dans les projets ou de manière générale. Il y a des normes qui en parlent et il y a des normes qui ont défini clairement ce qu'était la valeur. On vous en fera part pendant ce webinaire. Voilà. Alors, tout d'abord, je laisserai Michel Thierry nous parler de ce que le PMI et surtout la nouvelle version du PMBOK version 7 aborde sur au sujet de la valeur et pour quelles raisons la valeur semble si importante dans la gestion de projet aujourd'hui pour le PMI. Lucie, elle, qui est une experte en analyse de la valeur, vous parlera de ce qu'est l'analyse de la valeur qui existe depuis 70 ans et qui peut-être pourrait être un élément qui vous aiderait dans vos démarches de gestion de projet à réaliser ou à répondre aux exigences du PMI qu'on aura vu précédemment. Michel Thierry aussi a écrit un ouvrage dans lequel il parle de cette analyse de la valeur dans la gestion de projet. Il vous en fera part également. Et puis, on fera rapidement, parce que j'avais envie quand même de vous démontrer qu'on peut, avec un exemple très concret, réaliser une analyse de la valeur sur un portefeuille de projet. Et je vous montrerai très, très rapidement, je ne vais pas monopoliser la parole, mais juste pour vous dire, tiens, regardez, voilà quelles sont les quelques étapes qu'on peut mettre en œuvre sur un portefeuille de projet pour accentuer cela sous forme d'analyse de la valeur. Et puis, on finira, comme je vous le disais, par plein d'échanges entre nos experts, des échanges, des retours d'expérience, et puis on prendra vos questions, les questions que je vous laisse rédiger en bas ici dans Q&A, questions et réponses. Vous nous mettez toutes vos questions, puis on les prendra une par une juste après cette présentation. Voilà, et puis vous voyez ici, vous avez le lien pour télécharger le PowerPoint au format PDF. Et je vous l'ai mis aussi dans la discussion. C'est bon? Tout va bien pour tout le monde? Vous êtes prêts? Alors, je vous laisse en compagnie de Michel qui va vous parler de la valeur dans les projets pendant une dizaine, quinzaine de minutes. Michel, à toi, et je te laisse partager ton écran pour que tout le monde puisse voir cette présentation. Merci. À tout à l'heure. Tout le monde voit bien mon écran? Parfait. C'est toujours l'agenda. Alors, je vais prendre quelques 2-3 minutes pour me présenter peut-être, puisqu'il y en a probablement plusieurs qui ne me connaissent pas et qui se demandent pourquoi je suis là. Au départ, attendez un instant, je reviens sur ma présentation. Voilà. Alors, au départ, j'ai commencé ma carrière au Canada. J'ai émigré tout petit de Belgique et j'ai gradué en fait comme architecte. J'ai travaillé sur plusieurs grands projets. Vous voyez là le Casino de Montréal, le Centre de commerce mondial, le Centre des congrès et à Ottawa, place du Portage, place du Centre. Et après ça, en 96, en fait, la situation économique au Canada étant un peu moins bonne, j'ai déménagé avec ma famille en Angleterre. Je me suis fait offrir un poste chez Bovis, qui est une grosse compagnie internationale de construction. Et donc, j'ai commencé à travailler à ce moment-là un petit peu en programme aussi, projet et programme. Et je travaillais pour la division programme de Bovis. Mais j'ai été engagé comme expert en management par la valeur. Et en fait, avant, j'étais aussi certifié SAVE, que je n'ai pas renouvelé. J'étais avec Lucie aussi, un des fondateurs de la Société canadienne d'analyse de la valeur à l'époque. Et puis en Angleterre, bon, j'ai fait partie du Institute of Value Management et éventuellement de l'association européenne. Donc, travailler sur pas mal de projets, en fait, des projets d'infrastructure, des projets de traitement des eaux. Et ensuite, j'ai créé Valence en 2001-2003. Et puis, de là, on a travaillé au niveau mondial pour des industries de toutes sortes en gestion de projet, gestion de programme et définir la valeur. Donc, en gros, pourquoi je suis là pour présenter en fait le truc PMI? Je suis fellow chez PMI. J'ai été volontaire chez PMI depuis, j'ai passé mon PMP en 93 et depuis, ou en 93 pour les Suisses et les Belges.
Et puis, j'ai donc, à partir de là, agi comme volontaire dans beaucoup d'initiatives PMI, de comités, etc. Et entre autres, des versions du PMBOK, du guide de management de programme, management de portfolio, etc. Et donc, c'est à ce niveau-là que je peux parler un petit peu plus au niveau de PMI. Alors, si on y va, quand on parle de valeur projet, il faut d'abord revenir peut-être au PMBOK 6e édition. Et puis, dans le PMBOK 6e édition, quand on parle de valeur, en fait, j'ai relevé quelques éléments. On parle de valeur commerciale ou organisationnelle, qui est le bénéfice net quantifiable, donc une valeur financière. Bénéfice pour les parties prenantes, qui peut être tangible ou intangible, ou l'augmentation des capacités ou des compétences de l'organisation. Donc, ça, c'est les types de valeurs quand on parle de valeurs organisationnelles ou de valeurs pour le PMI. On parle aussi dans le PMBOK 6e édition de valeurs éthiques ou de valeurs sociales. En fait, responsabilité, respect, équité, honnêteté, ce sont des termes qu'on retrouve dans le PMBOK 6. Aussi, toute la question de diversité, respect des cultures, des croyances, transversalité, intégration des équipes, comment on peut contribuer aussi à la société en tant que manager de projet. Et donc, ça, ce sont des éléments importants. Aussi, bien sûr, tout le monde le sait, on parle de valeur acquise ou en bon français, earned value management, en fait, qui est une combinaison des données temporelles et des données financières d'un projet pour arriver à mesurer, en fait, quelle est la vraie valeur de ce qu'on va livrer. Mais c'est toujours une valeur qui se ramène au niveau délai et coût. Et puis finalement, le concept d'analyse du produit, donc l'analyse de la valeur dont va nous parler Lucie tout à l'heure, donc comment est-ce qu'on peut améliorer le produit qui est le livrable du projet. Donc ça, ce sont les types de valeurs qu'on va retrouver dans le PMBOK 6. Maintenant, quand on parle du PMBOK 7, comme l'a dit tout à l'heure Cédric, il y a un chapitre entier qui est maintenant, si on veut, dédié au… excusez-moi si des fois j'hésite, c'est parce que je suis tellement habitué à travailler en anglais que parfois j'hésite sur le français. Alors, qui est dédié en fait à la valeur et ça s'appelle le Value Delivery System. Alors, j'ai laissé les citations en anglais, mais je vais vous l'expliquer en français. Donc, les leaders de l'organisation et les équipes entreprennent des projets maintenant afin de réaliser de la valeur pour leur organisation et leurs parties prenantes. Et les projets qui sont un succès, qui se démontrent un succès, livrent en fait cette valeur attendue. Alors ça, je vous l'ai mis en anglais parce que ça n'a pas encore été traduit officiellement, on n'a pas encore la traduction officielle du PMBOK, mais ça vient du draft, donc de la version, la première version du PMBOK qui avait été publiée par PMI pour révision. Et donc, normalement, le PMBOK 7 devrait sortir au mois d'août à peu près, d'après les dernières nouvelles que j'ai. Alors, la valeur aussi, c'est des résultats nets, tangibles, ou des résultats intangibles qui permettent de réaliser les bénéfices, qui viennent de la réalisation des bénéfices, mais desquels on soustrait le coût pour réaliser ces bénéfices. Et ça vient vraiment très, 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 très près de la notion de valeur telle que déterminée par la norme européenne qui se veut un ratio entre la satisfaction des clients ou des parties prenantes versus les ressources nécessaires pour atteindre cette satisfaction. Donc là, on approche beaucoup en fait de la notion de valeur telle que définie par les associations, les différentes associations valeurs et en particulier par la norme européenne qui a été publiée pour la première fois en 1999 ou 99, dépendant de où vous êtes dans le monde. Alors pour certaines organisations, la valeur aussi représente le gain financier. Mais dans d'autres organisations, la valeur peut représenter des améliorations au niveau de la société, au niveau du bien public, ou par exemple,
comme par exemple, effectivement, une augmentation de l'alphabétisme, en fait, ou une réduction de l'analphabétisme, ou une réduction des mortalités. Par exemple, pour l'instant, on travaille avec l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et un de leurs objectifs, c'est d'améliorer la santé au niveau mondial, de diminuer les taux de mortalité, de permettre aux gens de mieux se nourrir, etc. Il y a entre autres plusieurs programmes de l'OMS qui sont en collaboration avec l'UNICEF, en collaboration avec d'autres organismes internationaux, avec des ONG, etc., et qui cherchent de façon plus générale à améliorer la santé des humains à travers toute la Terre. Et donc ça, c'est des valeurs qu'on ne peut pas monétiser. Ils sont très difficiles, on ne peut pas vraiment dire, bon, voici la valeur monétaire qu'on donne à ces choses-là. Alors ça, c'est pour le PMBOK 7. C'est un peu, donc vous voyez, ça élargit un petit peu la notion de valeur, ça la rend peut-être plus proche de ce qu'on connaît en analyse de la valeur. Et là, rapidement, je vais passer sur des exemples du PMBOK 7. C'est tiré du webinaire qui avait été présenté sur le PMBOK 7 au PMI France il y a un mois. Donc, l'ancien PMBOK, le PMBOK 6, c'est une gestion de projet basée sur les processus. On parle surtout de livrables et de produits quand on parle du PMBOK de projet. Et on a divisé le PMBOK en domaines de connaissances et en processus. Alors, les processus dans le nouveau PMBOK sont remplacés par les concepts de système. Okay? Il y a 12 principes qui vont être élaborés. Alors, les principes, ce sont les choses qu'on devrait faire en tant que manager de projet, mais ça peut être des choses comme soyez à l'écoute, soyez un bon joueur d'équipe, soyez un bon leader, des choses comme ça. Donc, des choses qu'on doit appliquer dans toutes les circonstances. Les résultats sont plus axés sur ce qu'on appelle en anglais les outcomes, donc les résultats plutôt que le produit ou le livrable, et donc ultimement le résultat génère de la valeur. Et puis les domaines de connaissances sont remplacés par des domaines de performance, donc plus axés sur le résultat que sur le processus lui-même. Cependant, il faut que je vous dise que pour avoir, et pour donner les cours, notre boîte, on donne les cours de certification PMP, on peut dire que les deux PMBOK seront toujours valides. C'est-à-dire que le PMBOK 6 définit une approche projet plutôt prédictive et le PMBOK 7, lui, couvre plus large et combine en fait des idées du PMBOK 6 avec le guide agile, avec les concepts de discipline d'agile dont PMI fait la promotion pour l'instant. Donc, on a en fait 3 types d'approches généralement, le prédictif, l'adaptatif qui se veut plutôt agile et l'hybride qui est un mélange des deux dépendant des circonstances. Alors, la valeur devient l'indicateur ultime de la réussite d'un projet. Ça, Cédric en a parlé un petit peu. Et puis là, il faut définir effectivement de quelle valeur on parle. Alors, quand on parle du système de livraison de la valeur, le fameux Value Delivery System du PMBOK 7, qui est le chapitre 2 dans son entier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on se focalise sur la livraison de résultats qui vont potentiellement générer de la valeur. Donc, ce que le PMBOK appelle les valuable outcomes, plutôt que des livrables. Donc, le principe est le suivant. On définit une stratégie organisationnelle, donc on part toujours de la stratégie. À partir de la stratégie, on identifie des objectifs business. Ces objectifs, on les transforme en initiatives réalisables, portfolio, projet, programme. Ces initiatives vont délivrer des produits, des livrables, qui vont permettre d'augmenter les capacités de l'entreprise, ce qui permet de produire des résultats tangibles et intangibles, par exemple une augmentation de la production, qui permet par exemple d'avoir une plus grande part de marché, etc. Ça crée des bénéfices pour les clients et pour les utilisateurs et l'ensemble de ces bénéfices va créer de la valeur pour l'organisation. Donc ça, c'est le principe de base. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on part de la stratégie pour aller jusqu'à la valeur, c'est une boucle et en fait, on doit revenir à la stratégie pour voir si on a bien généré la valeur attendue et sinon, effectivement, que fait-on
de neuf. Et je vais vous montrer un petit diagramme maintenant qui est extrait, en fait, qui est adapté du nouveau PMBOK et en fait qui est adapté aussi du guide de changement. Alors, si on part avec la stratégie, donc on a l'environnement de l'organisation. À partir de cette stratégie, on prend des décisions pour améliorer la valeur. C'est ce fait au niveau du portfolio. De là, on génère un nombre de programmes et de projets qui vont livrer des résultats. On fait l'analyse de ces résultats pour voir quel est l'impact commercial. Est-ce qu'on doit revoir et ajuster le portfolio pour générer la valeur commerciale? Et à partir de ça, une fois qu'on est en opération, on réalise la valeur business et c'est là qu'on mesure, on fait l'analyse de la valeur pour l'entièreté de l'organisation. Donc, il y a plusieurs étapes. En fait, c'est vu comme un ensemble, comme un vrai système, plutôt que d'être des silos séparés, chaque projet indépendant, c'est que chaque projet, en fait, travaille à l'intérieur d'un système entier qui, éventuellement, va servir à générer de la valeur pour l'organisation. Alors, si on définit donc la valeur, on avait parlé tout à l'heure de la valeur comme ratio, si on la définit maintenant au niveau de l'entreprise et un peu dans le sens du PMBOK, dans notre organisation, dans Valence, on a utilisé depuis quelque temps, et j'avais commencé à en parler dans le livre que j'ai publié sur la valeur, mais aussi dans mon livre sur le management de programme. Donc, ce qu'on essaye de faire quand on parle de valeur, c'est un ratio, oui, mais aussi un équilibre. C'est-à-dire, on doit s'aligner avec les bénéfices attendus qui sont définis par la stratégie. Ça, c'est ce qui est la partie positive. Mais on doit aussi s'assurer de la faisabilité des solutions convenues avec les parties prenantes. Parce que si, en fait, on a des solutions qui sont très, très alignées, mais qui ne sont pas réalisables, ben, on ne réalisera pas la valeur. Donc, la vraie valeur, c'est vraiment les bénéfices réalisés. C'est ce qui va arriver à la fin. Et donc, deux composantes, l'alignement avec les attentes, la faisabilité des options, ou, si vous aimez mieux en termes projet, la réalisation des bénéfices. Et le PMI vient de publier un guide pratique sur le Benefits Realization Management et l'optimisation des risques. En fait, je vous expliquerai peut-être un peu plus tard quand on parle d'optimisation des risques. Les risques sont liés à l'incertitude, mais vous savez qu'en projet, on peut parler des risques comme une menace ou une opportunité. Et moi, j'inclus les deux en disant on doit optimiser le risque, c'est-à-dire utiliser l'incertitude pour générer plutôt des opportunités que des menaces. Diminuer les menaces, augmenter les opportunités. Alors, sur ce, je vais laisser la parole à Lucie qui va nous parler de l'analyse de la valeur. Écoute, merci beaucoup, Michel. En effet, je vais laisser la parole à Lucie. Lucie, tu es... Voilà, on te voit. Parfait. Et je vais partager l'écran pour que tu puisses présenter. Ça arrive. Voici. Alors, voilà. Donc là, normalement, le PowerPoint est prêt pour toi. Et donc, je vais te laisser te présenter déjà toi, qui tu es, parce que tout le monde ne te connaît pas, même si tu es connu et très connu au Québec et à Genève aussi, parce que tu y interviens quelquefois. Je te laisse te présenter, Lucie. Alors, merci Cédric. Donc, je vais prendre 7 minutes là pour me présenter. Avant, ouais, tu peux laisser ça. J'arrive pas à trouver. Voilà, c'est ça. Alors, mon background, c'est l'ingénierie. Je suis ingénieure de formation. J'ai gradué il y a 40 ans, en fait. Et depuis une trentaine d'années, je ne fais que l'analyse de la valeur, ingénierie de la valeur, management de la valeur. Donc, je ne suis impliquée que dans les projets qui ont le but d'améliorer la valeur des produits ou des processus ou des logiciels, des bâtiments. On est impliqué dans différents types de projets. Et donc, je vais prendre les minutes qui suivent pour vous présenter qu'est-ce que c'est que cette analyse de la valeur. Nous, on a un bureau à Montréal qui est exclusivement dédié aux études concernant la valeur, mais ce n'est pas moi, ce n'est pas notre bureau qui a inventé la démarche. La démarche vient d'un monsieur qui s'appelle Larry Miles, qui est un Américain qui est ce qu'on appelle le père de l'analyse à valeur.
on pourrait même dire le grand-père rendu à cette époque-ci, sa lumière, si vous voulez, s'est allumée quand il s'est rendu compte qu'un client ne désire pas nécessairement acheter l'objet, mais il veut la fonction que va réaliser cet objet-là. Donc, quand vous achetez une voiture, c'est peut-être pas nécessairement pour être propriétaire de cette voiture, excepté peut-être certaines voitures très, très spéciales, ou la même chose pour les œuvres d'art. Peut-être on achète ça juste pour le plaisir d'être propriétaire de l'œuvre d'art. Mais quand on achète un objet, une perceuse, un lave-linge, une maison même, c'est parce qu'on désire la fonction associée à cet objet-là. Et ça a fait un déclic en disant, bien, que font ces choses-là? Alors, quelles sont les fonctions de ces choses-là qu'on veut acheter? Donc, le début s'est réalisé chez General Electric au début des années 40. Donc, vous voyez que ce n'est pas récent. Par contre, la méthode s'améliore, se modernise et surtout, la méthode s'intègre de plus en plus avec d'autres méthodes comme la méthode agile, la gestion de projet, le design thinking et tout et tout. Donc, là, on fait évoluer la méthode pour qu'elle soit plus dynamique, plus moderne et plus orientée sur les besoins des utilisateurs maintenant. Au cœur de cette démarche d'analyse à valeur, il y a une étape qui s'appelle l'analyse fonctionnelle. Et cette analyse fonctionnelle-là, elle focalise vraiment sur les fonctions que doivent réaliser les produits qu'on est en train de concevoir ou d'optimiser. Je vais surtout utiliser le mot produit, mais il va falloir qu'à chaque fois que je dis produit, vous pensiez autant logiciel que service, que bâtiment, route et toutes les choses qu'on doit concevoir et particulièrement de plus en plus, on les conçoit en équipe. Parce que même un produit, maintenant, ce n'est plus que mécanique ou électrique. Il va y avoir du logiciel, des produits connectés. Il va y avoir plein de disciplines qui participent maintenant à la création d'un produit. Ce n'est jamais aussi simple que ça l'était il y a 40-50 ans. Donc, comme on a beaucoup de disciplines, la démarche d'analyse fonctionnelle aide beaucoup tout le monde à parler le même langage et à bien comprendre quels sont les besoins qu'on cherche à satisfaire, plutôt que d'imposer sa technologie et que personne ne sait si ça va vraiment faire l'affaire. Donc, on peut changer de page. Cédric, on peut changer de page. Cédric, on peut changer de page? Ou c'est moi qui change la page? Bon, attends, déjà, on va m'entendre parce que… Voilà. Oh, voilà, ça y est. Oh, parfait, merci. Donc, comme disait Michel tantôt, il faut évidemment tout le monde s'entendre sur la définition de valeur pour qu'on parle le même langage. Et la valeur, donc, c'est l'espèce d'équilibre, comme il disait, entre l'utilité, donc à quoi sert ce produit-là que je vais acheter, ou ce logiciel-là, ou ce service-là que je me prépare à recevoir, à quoi sert, quels sont les besoins que je cherche à satisfaire avec ce produit, et la solution que je vais prendre, combien coûte-t-elle? Et là, on peut parler de toutes les ressources. Et particulièrement de plus en plus maintenant avec l'éco-conception, où on va parler des ressources de fabrication et non pas juste le coût des pièces qu'on met ensemble ou le coût du logiciel qu'on va mettre ensemble ou du hardware qui va aller avec. Il faut penser toutes les ressources qui sont impliquées dans la création du produit ou du service que notre client veut, entre guillemets, acheter. Donc, la valeur est un moyen d'apprécier, de juger les solutions. Donc, une solution va avoir une grande valeur si elle satisfait très bien les besoins du client à le coût le plus petit possible. Donc, il faut maximiser ce couple-là, satisfaction des besoins par rapport au coût. Je passerai à la page suivante, s'il vous plaît. Donc, il y a 4 grandes stratégies avec plein de choses entre ces 4 grandes stratégies-là pour augmenter la valeur d'un produit ou d'un service. Alors, si on prend le ratio satisfaction des besoins par rapport au coût, si on peut augmenter la satisfaction des besoins de notre client et maintenir le coût au même niveau où il était,
par exemple, avec un produit existant, on améliore le produit pour qu'il satisfasse mieux les besoins tout en maintenant le coût, bien évidemment, le ratio satisfaction des besoins sur coût va augmenter, la valeur va augmenter. Donc, on apporterait plus, mais ça serait au même prix. Il faut faire attention, par exemple, parce que des fois, on peut interpréter quelque chose comme étant plus performant, plus intéressant. Ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, il faut être à l'écoute du client. Il faut s'assurer aussi que la qualité est maintenue en tout temps, même si on change des choses dans notre produit ou dans notre service. Une autre stratégie qu'on peut utiliser, c'est de maintenir la satisfaction des besoins telle qu'elle est maintenant avec un nouveau processus ou un nouveau produit, un nouveau service, mais en réduisant le coût. Alors, il faut faire attention, là aussi. Il faut quand même, quand on dit maintenir la satisfaction du client, il faut pouvoir mesurer cette satisfaction-là et s'assurer qu'elle est maintenue. Donc là, on peut parler de maintenir la performance, optimiser le produit pour réduire le coût, s'assurer qu'on peut faire le meilleur produit ou le meilleur service au meilleur coût possible, au plus bas coût possible. Ça va permettre d'augmenter la valeur. Si votre produit est aussi performant que celui de la compétition, mais à un moindre coût, bien, les clients vont voir le vôtre comme ayant plus de valeur. Une autre stratégie qu'on utilise, la troisième, c'est d'augmenter la satisfaction des besoins tout en réduisant le coût. Ça, c'est intéressant et je peux vous dire, dans les 300-400 ateliers que j'ai derrière la cravate, que ça arrive très souvent, beaucoup plus souvent qu'on peut penser. Donc, on analyse le projet, on suggère plein de choses pour l'améliorer et au bout de la ligne, quand on fait le bilan, on s'aperçoit qu'on a réussi à augmenter la satisfaction du besoin tout en réduisant le coût. Alors là, la valeur augmente encore plus vite. Donc, est-ce qu'on peut faire plus avec moins de ressources? C'est ça qu'on cherche à voir. Alors, quand on parle de responsabilité sociale et environnementale, c'est bien sûr que cette attitude-là, on dit, est-ce qu'on peut mieux satisfaire nos clients à un coût moins… Quand je parle coût, bien sûr, c'est les ressources. Donc, en utilisant moins de ressources, l'impact sur la valeur est très, très grand. Une autre stratégie aussi qu'on peut utiliser, c'est est-ce qu'on peut augmenter beaucoup la satisfaction des besoins tout en augmentant un petit peu le coût. Donc, je paierais peut-être 5-10% un peu plus de ressources ou de coûts, mais j'aurais un niveau de satisfaction plus grand de 15, 20, 25%. Donc, encore une fois, pour pouvoir utiliser cette stratégie-là, il faut être capable de mesurer cette satisfaction du besoin et on va en parler dans quelques minutes comment on fait ça. Donc, on pourrait dépenser un petit peu plus, mais aller chercher beaucoup plus. De la même façon aussi, est-ce qu'on pourrait réduire le coût beaucoup en diminuant un petit peu la satisfaction des besoins? C'est une autre stratégie qui peut arriver. Donc, on diminuerait la satisfaction des besoins un petit peu, peut-être 3, 4, 5%, mais ça nous permettrait de sauver 10, 15, 20% du coût. L'impact de ça, c'est d'augmenter la valeur quand même. On en a un petit peu moins, mais on sauve tellement d'argent que finalement, ça peut être une option intéressante. Alors ça, dépendant de votre contexte, ça peut être une ou l'autre de ces stratégies-là qui peut être utilisée. Et c'est très important que moi, en tant que consultante, quand je rencontre mon client la première fois, c'est de demander quel est son objectif. Est-ce qu'il veut surtout travailler sur la satisfaction des besoins ou si c'est la partie coût qui est préoccupante, ou les deux. Donc, notre stratégie d'analyse ou d'ingénierie de la valeur à ce moment-là peut être adaptée en fonction de son contexte. Merci. Donc, l'autre côté, c'est ça. La démarche pour une étude de la valeur, c'est un processus systématique. Donc, il y a une démarche qui est organisée, structurée, qui est documentée, qui existe, et comme je vous ai dit tout à l'heure, depuis une quarantaine d'années, mais qui évolue, qui s'ajuste dans le temps pour être plus efficace. Et pardon, ce processus-là va être utilisé par une équipe pluridisciplinaire. On ne fait pas d'analyse de la valeur tout seul dans son coin. On fait ça avec une équipe pluridisciplinaire pour avoir tous les points de vue, pour s'assurer qu'on répond bien aux besoins, au meilleur coût possible. Et ça prend tous les points de vue
des différentes disciplines impliquées dans le produit. Donc, on va analyser les fonctions, on va analyser les ressources qu'on doit utiliser dans la solution qu'on envisage pour répondre aux besoins. Donc, on va utiliser toutes sortes de techniques avec l'équipe pour concevoir ou reconcevoir des produits, projets ou procédés de façon à avoir la plus grande valeur possible pour répondre aux besoins des clients. Le plan de travail de l'analyse à valeur, je vais prendre quelques minutes pour l'expliquer. C'est bien évident qu'on commence à préparer un atelier. Donc, ça se fait en atelier, donc avec des dates précises, des moments précis où on se rencontre et du travail à faire entre ces rencontres-là. Donc, on doit commencer par préparer cet atelier-là, donc savoir c'est quoi le but, qui va être à l'atelier, qui on veut autour de la table, le projet lui-même, le cadrer bien comme il faut pour être sûr qu'on inclut tout ce qui est important et qu'on exclut les choses qui ne font pas partie du projet, etc. Donc, ça, c'est une étape préparatoire entre le client et le consultant d'analyse à valeur pour bien cadrer l'étude. En plus, à cette étape-là, on prend connaissance de l'état de la situation. Alors, quelles sont les données que l'on possède à ce moment-ci et est-ce qu'on doit retravailler ces données-là pour que tout le monde puisse y avoir accès? Donc, l'atelier commence dans les phases en couleur que vous voyez sur le diagramme. Et le petit zigzag comme ça, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a des phases convergentes, des phases divergentes. Et j'explique ça maintenant. Donc, la phase d'information, la première phase, c'est là où on partage l'information avec toute l'équipe pour que tout le monde autour de la table ou tout le monde de l'équipe puisse être au même niveau et connaître l'état de la situation actuelle. Alors, si on est en développement d'un nouveau logiciel, par exemple, mais quels sont les besoins qu'on cherche à satisfaire? Est-ce qu'il y a eu des enquêtes? Est-ce qu'il y a eu des plaintes de gens qui disaient qu'ils utilisent quelque chose, ça ne fonctionne pas bien, etc., etc. Donc, quel est l'état de la situation? Une fois que cet état de la situation est bien compris par tout le monde et discuté et bien accepté par tout le monde, on démarre la phase d'analyse fonctionnelle, qui est vraiment la phase importante. C'est comme bâtir les fondations de l'étude, si vous voulez. Donc, cette phase-là, on va définir toutes les fonctions. Donc, tout ce que notre nouveau produit ou logiciel ou service doit faire. Donc, quels sont les besoins qu'on cherche à satisfaire? Et chaque besoin va être défini par une ou des fonctions. À ces fonctions-là, on va aussi associer un niveau de performance. Alors, ce n'est pas assez, par exemple, que dans notre nouveau service à la banque, on dise, bien, il faut accueillir les clients, mais c'est important de savoir est-ce qu'on va accueillir 2 clients à l'heure ou 50 clients à la minute ou 3 clients par année. Alors, on ne concevra pas la solution à ce besoin-là de la même façon selon ces niveaux de performance-là. Donc, c'est à cette étape-là d'analyse fonctionnelle où on définit les fonctions que devront réaliser notre nouveau produit. Ou s'il y a un produit existant, c'est d'analyser les fonctions qui sont actuellement réalisées par le produit existant et voir vers où on doit évoluer pour mieux répondre aux besoins des clients. À ça, on associe, comme je disais, les performances et on peut aussi hiérarchiser les fonctions. L'exemple le plus simple à comprendre au niveau de la hiérarchie, c'est si vous désirez acheter une automobile, est-ce que pour vous, la fonction minimiser la consommation d'essence est plus importante que loger 5 passagers? Alors, si vous avez des enfants, un chien et que vous avez besoin de beaucoup de place, peut-être cette fonction-là va être plus importante que la consommation d'essence parce que vous devez amener toute la famille à la campagne ou revenir et ça vous prend toute cette place-là. Et une autre fonction, ça pourrait être d'épater les voisins, ça sera avec la couleur. Est-ce que cette fonction-là, d'avoir la voiture de la couleur blanche, parce qu'on aime les voitures blanches, est-ce que c'est plus important que le nombre de places ou que minimiser la consommation d'essence? Alors, c'est important de pouvoir hiérarchiser ces fonctions-là, autant pour bien comprendre le besoin que pour les concepteurs qui sauront où c'est absolument essentiel de répondre à certaines performances et où il y a des fonctions qui sont ce qu'on appelle les nice to have.
les fonctions les moins importantes, mais si c'est possible, on aimerait bien si ça pouvait faire ça. Donc, une fois la phase d'analyse fonctionnelle bien réalisée et que tout le monde comprend l'ensemble des fonctions qu'il faut accomplir pour satisfaire les besoins, on passe à une phase de créativité où on va maintenant passer en mode solution. Donc, quelles sont les différentes solutions qu'on peut utiliser pour répondre à ces besoins-là? On va regarder ces idées-là dans la phase d'évaluation pour évaluer toutes ces idées et choisir les meilleures, celles qui ont le plus de potentiel de nous amener à notre objectif qu'on a défini dans la phase pré-atelier. Et ensuite, on va développer ce qu'on appelle des propositions d'amélioration de la valeur, des propositions d'analyse de la valeur. On les appelle les PAV, P-A-V, qui expliquent, voici la situation actuelle, voici ce qu'on propose de faire à la place. Et pour la faisabilité, il faut prouver la faisabilité et ensuite le coût. Combien coûterait? Combien faut-il investir pour cette solution-là? Combien va-t-elle nous rapporter? Donc, avec tous les calculs de justification comptable, si vous voulez, coût de cycle de vie, etc. Et finalement, on fait le bilan de tout ça et on finit souvent avec ce qu'on appelle le graphe de la valeur qui explique la valeur des différentes options, des différents scénarios qu'on peut avoir pour répondre aux besoins. Et on présente ça au donneur du mandat pour dire, bien, voici, l'équipe propose le scénario A en premier choix, peut-être un deuxième choix, le scénario B. Et finalement, dans les activités post-atelier, c'est qu'on met en œuvre ces propositions-là qui sont devenues maintenant des réalisations, qui deviennent la suite du projet, donc de mettre en œuvre toutes les idées, toutes les solutions qui ont été envisagées par l'équipe. Alors, très, très rapidement, ça, c'est le plan de travail. Ça se fait avec une équipe et ça se fait avec un animateur. Alors, l'animateur est la personne qui aide l'équipe à passer à travers ce processus-là. Alors, Lucie, je te remercie. Je te propose qu'on passe à une démonstration de ce petit atelier de travail qu'on a réalisé sur un portefeuille de projets, ensemble d'ailleurs, pour une agence événementielle. La problématique posée, c'était en fait qu'ils avaient 10 projets dont le coût global correspondait à environ 5 millions d'euros. Et pour cette année, ou au moins pour les années à venir, ils ne disposaient qu'un budget de 3 millions d'euros. Alors, on est intervenu pour chercher, en fonction de la valeur et dans les principes que vient de vous énoncer Lucie, comment arriver à repenser ces projets, ou plutôt classer ces projets en fonction de ceux qui apportent le plus de valeur, pour pas qu'on fasse des choses qu'on fasse les choses qui sont le plus attendues par rapport à la stratégie de l'entreprise. Alors, on a mené 7 étapes, je vais vous les définir très rapidement. Si vous voulez voir tout ça en détail, on a une démonstration qui est présente dans YouTube. Je crois que je l'ai mis ici. Je ne sais plus où je l'ai mis, vous verrez. Cette présentation est disponible, vous le verrez, mais je vais passer rapidement. Donc, première chose que Lucie appelait la phase d'information et le début de l'analyse fonctionnelle, c'est éliciter. Éliciter, pour les business analysts, vous savez ce que c'est d'aller récolter les besoins. Donc, cette phase-là peut prendre plus ou moins de temps. Et c'est vrai que là, on prend la casquette de business analyst et on récolte ces fameux besoins. Nous, on en avait récolté 130. Alors, ça en fait beaucoup. Maintenant, tous ces besoins, eh ben, il va falloir les structurer, les organiser. Et c'est ce que propose l'analyse fonctionnelle en créant un arbre fonctionnel. Et là, vous voyez que cet arbre fonctionnel va définir 5 grands axes de besoins, qu'on peut appeler des axes stratégiques. D'ailleurs, par rapport à tout à l'heure, ce qu'on présentait en stratégie, on pourrait dire que ce sont les 5 axes stratégiques de l'entreprise, parce qu'ils ont été définis avec le comité de direction. Donc, vous avez les 5 axes stratégiques. Et puis après, on va repositionner tous les 130 besoins autour de ces axes stratégiques sous forme d'arborescence, qui nous permettra par la suite, pour chaque bout d'arbre ici, de trouver des solutions
et de caractériser ce dont parlait Lucie, ces fonctions, soit par des méthodes comme Kano ou autres qu'on utilise régulièrement. Et puis, Lucie parlait de hiérarchisation des fonctions, c'est-à-dire qu'on a demandé au comité de direction quels étaient dans leur stratégie les critères stratégiques et l'un par rapport à l'autre, lequel avait le plus de poids. Tout à l'heure, elle vous parlait de voiture, Lucie. C'est exactement pareil. Là, on parle de différentes directions d'entreprise ou d'activités de l'entreprise. Donc, vous voyez, est-ce que développer des nouveaux marchés, est-ce que c'est plus important que gérer le personnel parce que là, on est au niveau global de l'entreprise, ou est-ce que c'est plus important que de gérer la facturation client? Et on a, à la suite de cette hiérarchisation, définit des pourcentages d'importance, de pondération de ces grands axes stratégiques. Et à la suite, on a comparé les coûts de ces projets à ces besoins pour en définir ce qu'on appelle une comparaison coût-besoin, c'est-à-dire combien d'argent on met sur chacune de ces branches. Et puis, par rapport à la pondération qu'on a fait tout à l'heure, on se rend compte, par exemple ici, qu'on met beaucoup d'argent, ou l'inverse, je n'arrive plus à savoir, mais on met beaucoup d'argent avec très peu de besoins. Et puis, par exemple, ici, vous voyez, on a un très fort besoin et un très faible coût. Et ainsi, on va pouvoir identifier les axes de réflexion autour des projets sur lesquels il faudrait peut-être accentuer certaines zones où on pourrait mettre peut-être plus d'argent sur ce besoin-là par rapport à l'autre. Donc, c'est déjà une première analyse. Et puis après, on va continuer cette réflexion en prenant chacun des besoins, chacun des projets et en regardant leur couverture des besoins qu'on a définis, l'arbre dont vous avez vu. À chaque bout d'arbre, on va dire, est-ce que ce projet correspond à ce besoin? Oui, non, oui, non. Et puis, avec tous les projets, normalement, on devrait couvrir tous les besoins de l'entreprise. Et on va, en fonction de ça, à la fin, là, dont on parlait, lorsqu'on va faire une présentation des résultats, on va définir le coût sur la couverture des besoins pour chacun des projets et on aura des droites qui apparaîtront, qui seront des droites de la valeur, ou ces droites qui ont le plus de pentes, les plus pentues, comme celle-ci, démontrent le meilleur ratio satisfaction des besoins, consommation de ressources, où là, en l'occurrence, c'est les coûts du projet. Coût global du projet, ce n'est pas seulement le coût, c'est le coût global du projet, que ce soit à long terme, à moyen terme. Et on arrive ici à distinguer d'ailleurs en gros 3 zones de projets, ceux qui sont vraiment les plus importants en termes de satisfaction de valeur, ceux les moyens et ceux un peu plus faibles, et dont un d'ailleurs qui coûte très cher et qui ne satisfait pas forcément autant que les autres. Et ainsi, cela va nous permettre de prioriser en mettant les 3 premiers avec leur coût, et on va cumuler ces coûts jusqu'à arriver ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais normalement, on arrive avec des coûts à 50% pour une satisfaction à 82%. Alors, à ce moment-là, comme on avait 5 millions, on arrive à 2,5 millions de dépenses. L'objectif, c'était 3 millions, notre budget était de 3 millions. Alors, on regarde, est-ce qu'on veut augmenter, donc peut-être passer à 2,7 millions pour arriver plus proche des 3 millions, mais on remarque ici que le pourcentage ne sera pas de satisfaction et pas supérieur, mais on pourrait le mettre en œuvre. Donc, en gros, si on reste à 82% de satisfaction, on arrive à diminuer de 48% le coût global qui était envisagé. Ce n'est pas le diminuer, mais c'est de le mettre de prioriser que 2,5 millions au lieu de 5 millions. Voilà. Alors, comme je vous disais, je voulais vite vous démontrer comment on peut faire une analyse de la valeur sur un cas concret. Vous retrouvez cette démo beaucoup plus en détail sur notre chaîne
pour aller voir et comprendre et peut-être discuter un peu plus. Mais je voulais qu'on illustre cet exemple que vient de présenter Lucie à travers quelque chose qu'on a réalisé concrètement chez nos clients. Voilà. Alors, je crois qu'on a fait le tour à peu près de ce qu'on voulait dire en termes de présentation globale. Maintenant, chacun, je vais donner la parole à chacun. Je ne sais pas si des personnes veulent prendre la parole aussi dans l'Assemblée. Vous pouvez lever la main, on vous donnera la parole. J'ai déjà quelques questions qui sont apparues. Donc, il y en a qui sont liées à la business analyse. Alors, j'y répondrai tout à l'heure. Il y en a qui sont peut-être toujours liées à la valeur et au coût et à ce tangible, intangible aussi. Et il y a des questions qui me demandent, mais voilà, pourquoi tangible, pourquoi intangible, pourquoi les coûts? Alors, je vous laisse reprendre la discussion et peut-être, si vous voulez, représenter quelques slides. Je ne sais pas, Michel, si tu veux reprendre un peu la parole. Un ou deux petits trucs. Je vais, si tu permets, donc je vais repartager mon écran. Donne-moi 2 secondes que j'aille au bon endroit. Voilà. Donc, je repartage. Voilà. Alors, vous voyez bien mon écran? Donc, j'ai ta photo dans ma chambre, comme on dit au Québec. Alors, écoutez, c'est simplement pour parler un petit peu. Oui, ça fait des années que je réfléchis un peu au concept de valeur. Et ce qui est intéressant, en fait, suite à certaines des remarques, il y a des gens qui ont parlé de coût versus qualité, etc. Lucie en a parlé, c'était l'origine de la valeur. Et moi, je me suis beaucoup demandé, en fait, comment on applique ça en projet, parce qu'il me semble que c'est plus que juste coût-qualité. Il y en a plusieurs qui ont parlé. En fait, je regardais Pierre Boutou qui disait, bon, est-ce que le coût, c'est tangible ou intangible? Le coût est normalement tangible et le coût fait partie de… C'est un volet de la valeur. Maintenant, il y en a beaucoup qui ont dit, en fait, la valeur, le coût, c'est la même chose, c'est les opposés. Si ça baisse le coût, ça augmente la valeur, etc. Ça, c'est une vue assez réductionniste. C'est le fameux value for money en anglais, qui est un peu réductionniste de la valeur. Donc, au cours des années, en fait, on a développé chez nous une technique qui est très, très similaire à ce que Cédric a montré. Je vais juste vous l'exposer très rapidement. C'est un petit truc très simple. C'est qu'on commence par faire, comme disait Cédric, on fait l'hésitation des besoins, on a les besoins de toutes nos parties prenantes, etc. Et on crée en fait un arbre fonctionnel, comme l'avait dit Cédric, qu'on a appelé l'organigramme des bénéfices pour parler un langage plus projet-programme, si on veut. Et ça utilise, ce que Cédric vous a peut-être pas dit, c'était que pour l'arbre fonctionnel, on utilise une logique du pourquoi et du comment. Plus on pose la question pourquoi, plus on va vers le stratégique, en fait, je devrais montrer par là, plus on pose la question comment, plus on va vers le technique, vers la solution. À partir de ça, donc, on établit, on priorise nos facteurs de succès critiques, ce que Cédric avait parlé des 5 grands axes stratégiques, c'est le même principe. Et puis de là, à partir des éléments techniques, des éléments plus spécifiques, on définit nos projets. Et donc, on a une série de projets qu'après ça, on met sur une matrice pondérée pour les évaluer par rapport à la valeur. Combien ils amènent de valeur? Et là où on est un petit peu différent de ce que Cédric a démontré tout à l'heure, c'est que plutôt d'évaluer le coût par rapport à la satisfaction des besoins, nous, on va utiliser ces facteurs de succès critique pondérés comme l'évaluation de l'alignement et on va définir des facteurs de faisabilité qui comprennent des facteurs financiers, des facteurs limitatifs comme paramètres et contraintes, des facteurs de ressources, est-ce que les ressources sont disponibles, est-ce qu'elles sont colocalisées, etc. Donc, des facilités de réaliser et des facteurs de complexité. Et à partir de ça, on a créé une matrice de faisabilité qui nous permet après ça d'arriver à un indice. Donc, c'est les mêmes genres de principes que Cédric nous a démontrés.
Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça excellent. J'ai beaucoup apprécié ta démonstration, Cédric, et ça permet très rapidement de valider un portfolio de projets. La seule chose que moi, si vous voulez, qu'on a essayé de faire, c'est d'aller au-delà du coût. Et je sais que c'est difficile en entreprise, et ça, peut-être qu'il y a une discussion à avoir. Parce qu'en entreprise, on se fait toujours dire, oui, mais c'est quoi le retour sur investissement? C'est quoi la valeur nette présente? C'est quoi? Et on revient toujours aux facteurs financiers qui sont des facteurs faciles à obtenir, faciles à comprendre, mais qui souvent, à partir du moment où on les met sur papier, s'avèrent faux, puisque tous les facteurs de calcul qu'on a utilisés, par exemple, taux d'inflation, taux de rendement, des choses comme ça, pour les calculer, ont déjà changé entre le moment où on en parle et le moment où on les écrit sur le papier. Et donc, comment est-ce qu'on peut résoudre si vous voulez, cette inadéquation entre le fait de vouloir toujours ramener ça aux facteurs financiers et le fait de vraiment donner une valeur à l'entreprise, mais une valeur beaucoup plus large, beaucoup plus globale. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de faire avec ce qu'on a appelé l'indice de valeur à partir du standard japonais. Le P2M, et où il parle d'indice de valeur pour les projets. C'est les seuls qui parlent vraiment d'indice de valeur depuis pas mal d'années. Et comment est-ce qu'on peut, en fait, générer un indice de valeur qui soit plus large que juste qualité versus coût ou satisfaction des besoins versus ressources utilisées. Donc, c'est peut-être un peu mon challenge, si on veut. Eh bien, écoute, merci, hein. En effet, c'est très intéressant d'élargir le sujet. Lucie, tu peux réagir et puis Oui. parler un peu, toi aussi, de ton retour d'expérience. Je vais partager l'écran également. Si tu veux. Je veux juste peut-être ajouter une toute petite chose, Cédric, c'est Oui, que, oui, je t'en prie. comme tu sais, peut-être j'étais au EGB, le European Governing Board for Value Management, en fait. Et à l'époque où j'étais président de l'EGB, on a essayé de négocier avec la SAVE pour avoir une reconnaissance mutuelle des certifications. On y est arrivé. On y est arrivé. Mais la seule chose sur laquelle on ne s'est pas entendu, c'est sur la définition du mot valeur. Parce qu'en Europe, on disait que la valeur, c'était la satisfaction des besoins du client versus les ressources utilisées. Et chez SAVE, ils ont toujours maintenu ces qualités versus coût. Bon. Alors, pour dire que ce n'est pas un débat, même les experts ne s'entendent pas. Lucie, dis-nous ta vision nord-américaine, on va dire, de SAVE, là, et surtout, alors attends, on va rester normatif, mais aussi très pratique, parce que comme Michel, tu as beaucoup d'années de pratique, donc donne-nous un peu ta vision des choses. Mais en fait, au niveau pratico-pratique, là, vraiment, c'est que souvent des clients démarrent dans le domaine valeur, là, ça les intéresse, ils veulent faire cette espèce de transition vers livrer des produits et des services qui ont plus de valeur, mais ils ne savent pas par où commencer. Donc, quand on travaille avec un client, de connaître son niveau de maturité est très, très important. Donc, mon point de vue, je dirais ingénieur, si vous voulez, parce que là, je suis en sandwich entre un gestionnaire de projet et un business analyst, entre un PM et un BA, ben, il y a le ING, l'ingénieur. Alors, c'est sûr que nous, on travaille souvent des produits, des bâtiments, des services dans lesquels il y a de la technologie, okay? Pas juste de l'humain ou pas juste de la gestion, si vous voulez. Donc, la partie technologique, elle vient des ingénieurs, des concepteurs, des programmeurs et tout ça. Mais si ces gens-là avec qui on travaille n'ont aucune notion de c'est quoi la valeur, il faut les amener tranquillement à comprendre cette notion-là avant de pouvoir aller, comme ce que Michel expliquait, c'est super bien. Ce qu'on vous a montré aussi, c'était avec Cédric tout à l'heure, c'est plus avancé. Mais il faut commencer par la base. Et la base, c'est, comme disait Michel, la définition, quels sont les besoins que je cherche à satisfaire avec le projet sur lequel je travaille présentement et quels sont les coûts dont on dispose pour concevoir ce produit-là ou ce service-là. C'est donc un début qui est très de base pour certaines entreprises qui éventuellement vont faire une analyse de la valeur sur un de leurs produits ou de leurs services, un autre un peu plus tard sur un autre produit, un autre service, et leur niveau de maturité va augmenter et ils vont éventuellement graduer à plus du management de la valeur.
Donc, le management de la valeur, c'est la gestion de son entreprise basée sur la valeur qui est créée. Mais si on n'a aucune notion comment exprimer c'est quoi la valeur, c'est bien difficile de passer de rien à management de la valeur de façon instantanée. Oui, Alors, il faut passer... Oui, Michel, tu as un commentaire? oui, j'allais dire, je suis tout à fait d'accord avec toi, Lucie. D'ailleurs, la plupart de nos mandats de consultance en management de la valeur, mais moi, je travaille un peu comme Cédric, plus au niveau stratégique des entreprises, au niveau programme, portfolio et autres. C'est d'éduquer les gens et on commence toujours par donner des cours et souvent à un ensemble de personnes. En fait, je travaille pour l'instant avec Intel, par exemple, et puis au départ, j'ai commencé avec des cours de programme. Après ça, ça a été, maintenant, on a commencé à parler de valeur dans les cours de programme et là, ils ont dit, ah, tiens, ça nous intéresse, qu'est-ce que tu pourrais nous faire quelque chose sur la valeur? Et là, on travaille en valeur. Et ça, donc, c'est intéressant. Et entre autres, il y a une question de famille sur l'analyse de la valeur dans les projets agiles. Tu as parlé d'un plan de travail, celui de Larry Maz, qui est d'ailleurs divergent, convergent, divergent, convergent. Il y a plusieurs personnes qui ont fait des remarques sur le design thinking. En fait, on combine, si on parle en langage agile, et je vais utiliser le langage Scaled Agile, le design thinking, c'est effectivement le divergent et convergent. C'est basé sur les concepts de Larry Maz de son plan de travail. Par après, Édouard de Bono qui a parlé de lateral thinking dans les années 60. Et aujourd'hui, on parle de creative thinking ou design thinking. Mais en même temps, on combine à ça en analyse de la valeur si on l'applique sur l'ensemble du projet et non pas, en fait, il y a deux façons de l'appliquer. De la façon ponctuelle, quand on a un problème, on appelle l'analyse de la valeur pour réduire les coûts, pour augmenter la valeur. Mais idéalement, c'est qu'on l'applique tout au long. Et là, on utilise le design thinking et on utilise aussi ce qu'on appelle en agile le set-based design, set-based approach, qui en fait consiste à chaque étape, on regarde un certain nombre d'alternatives et c'est en fait ce qui s'est fait beaucoup dans le développement de nouveaux produits, en pharma, etc. On regarde par exemple une centaine de candidats et de là, on regarde rapidement à un niveau assez élevé lesquels valent la peine d'être développés un peu plus loin. Et là, on en développe, mettons, 20. De ces 20, on les développe un peu plus loin, on investit dans du développement et après, on dit, OK, à partir de ça, parmi ces 20-là, lesquels valent la peine encore d'en mettre un peu plus. Et on réduit à chaque fois, mais ça permet, pour arriver finalement au produit qu'on veut développer, mais ça permet que si à un moment donné, en concept agile qui sont incrémentales, à la fois incrémentales et itératifs, de revenir une étape en arrière, sans être obligé de reconsidérer l'ensemble de la démarche, mais de juste revenir une étape en arrière pour réavancer de nouveau. Et ça c'est très, très efficace. Et c'est un concept qui a été repris par l'Agile dans les dernières années, dans les derniers 20 ans, mais ça faisait partie du Iterative Development, Extreme Programming, etc. Mais c'est en fait un principe qui est basé sur l'analyse de la valeur développée au départ par Larry Maz. Tout à fait. Super, super. Ben, merci beaucoup pour vos remarques. Et j'ai d'autres. Alors, Lucie, est-ce que tu voulais peut-être compléter moi, je ne sais pas si tu voulais parler de cette approche à tous les niveaux, parce que justement, Michel parlait que l'analyse de la valeur, c'est qu'à un moment ponctuel, mais je crois que tu as aussi, toi, une expérience où finalement, tout au long du projet, on peut mettre en œuvre des actions, des ateliers, comme tu as montré, pour analyser la valeur, c'est ça? Oui. C'est sûr que les grands projets, ça vaut la peine de faire plusieurs démarches et d'intégrer l'analyse à valeur dans le processus de conception lui-même. Et non pas d'attendre à la toute fin, une fois que le produit est conçu, et là de faire une analyse à cette étape-là et de remettre, comme disait Michel, de retourner en arrière et puis de remettre en question des choses qui ont été décidées il y a plusieurs mois. Alors ça, c'était la façon traditionnelle de faire l'analyse à valeur il y a 40 ans. Et quand je vous expliquais que la méthode évolue, c'est qu'on l'utilise de plus en plus dans un mode un peu plus agile où on va avancer pas par pas, on va faire des choses, on revient, on continue de façon à être plus proactif aussi et non pas attendre des étapes bien précises
coulées dans le béton qui font qu'on n'est pas très agile, en fait. Donc, on part au niveau de l'analyse des besoins où on va questionner c'est quoi les besoins, les attentes, les contraintes et tout ça. Et une fois que ça, c'est bien défini, on peut commencer. Dans certains projets, on ne peut pas vraiment faire du mode agile. On ne peut pas livrer un pont, une partie du pont, puis après ça, livrer un peu plus tard une autre partie d'un autre pont. Fait que quand on est dans les projets d'infrastructure urbaine, souvent, le mode agile est assez limité, là. Donc, on peut faire une conception préliminaire dans laquelle on va pouvoir challenger le besoin. Se poser la question, est-ce que c'est vraiment ça le besoin que je veux satisfaire? Parce que ça va vraiment orienter les différents concepts, là, dépendant de la façon qu'on a bien défini le besoin. Mais une fois que le concept est gelé, qu'on a choisi que ça va être un pont de telle nature, par exemple, bien là, on peut aller en conception détaillée et livrer des parties de solutions tranquillement à mesure qu'elle avance et se poser encore des questions. Est-ce qu'on peut faire mieux au meilleur coût possible, mieux répondre aux besoins? Quelles sont les meilleures solutions pour mieux y répondre jusqu'à temps qu'on arrive à la construction de cette infrastructure-là ou de ce produit ou de ce service-là? En se posant encore la question à la toute fin, est-ce qu'on le construit avec les meilleures méthodes? Est-ce qu'on a les meilleures méthodes de construction ou la meilleure méthode de programmation ou la meilleure méthode de livraison de ce service-là? Donc, on peut faire l'analyse à valeur à différentes étapes et donc on les intègre avec les équipes de conception pour que ça ne soit pas quelque chose qui apparaît dans leur calendrier tout d'un coup sans qu'ils sachent qu'est-ce que c'est. C'est ça que je voulais rajouter. Merci, super Lucie. Je voulais juste, il y a une question, alors peut-être que vous pouvez y répondre l'un et l'autre. C'est Eric qui nous demande si cette approche de valeur, elle va autant dans l'économie privée que dans les administrations publiques. Et si oui ou sinon, est-ce qu'il y a des écueils à éviter quand on est plutôt dans l'administration publique, j'imagine? Ben, oui, vas-y. C'est sûr que dans l'administration publique, nous, on en fait beaucoup là, au Québec de ce temps-ci. Bon, évidemment, avec la pandémie aussi, cette année, les investissements privés sont tombés à zéro pendant quelques mois et c'est les projets de nature publique qui ont pris le dessus. Donc, et ça varie toujours comme ça. Alors, des années, on fait beaucoup de projets publics. D'autres années, c'est beaucoup plus des projets privés, là, selon l'état de l'économie mondiale, là, si on peut dire. Donc, on l'utilise carrément dans les… Et c'est différent ou, disons, quelle serait la différence entre les deux ou est-ce que… C'est un peu délicat. Je peux dire que dans les projets de nature publique, on se ramasse toujours avec des grosses équipes autour de la table, là, des 15, 20, 22 personnes, tandis que quand on fait des projets dans le domaine privé, c'est beaucoup plus des petites équipes de 6, 7, 8 personnes. Les moyens ne sont pas aussi tout grand ouverts, si tu veux, pour contribuer à ces études-là. Je ne sais pas, Michel, c'est pas la même chose. Hein? Oui, ben, nous, par exemple, moi, ce que j'ai constaté, une grosse différence entre le privé et le public, c'est que les coûts deviennent beaucoup moins importants, c'est beaucoup plus le service qu'on rend ou comment on peut, en fait, se rattacher, la fonctionnalité, si on veut, comment on peut se rattacher à des besoins des citoyens, par exemple. Une des choses que j'ai constatées aussi, c'est que on met souvent, on a longtemps mis en analyse de la valeur, et même Lucie en a un peu parlé, et il y a eu une ou deux questions là-dessus, sur ce qu'on appelle le basic need ou le besoin de base versus le besoin, le nice to have, par exemple, ou la fonction produit versus la fonction estime. Et moi, je me rappelle, en fait, j'ai travaillé avec Dubaï. Et en fait, quand le cheikh, à un moment donné, je n'ai pas travaillé sur ce projet-là en particulier, quand le cheikh a décidé de bâtir Burj Al Arab, qui était le plus haut édifice au monde, il voulait le plus haut édifice au monde. Excusez-moi d'employer un terme un peu vulgaire, mais il se foutait complètement, effectivement, de la valeur de base ou de la fonction de base. Ce n'était pas important. Sa fonction de base, c'était je veux avoir chez moi l'édifice le plus haut au monde. Donc,
ce que j'ai appris à faire en travaillant beaucoup avec des gens peut-être de niveau plus stratégique, plus des managers seniors, c'est que le côté subjectif de la valeur devient beaucoup plus important. Et c'est pour ça que de le réduire au coût, c'est un calcul facile, mais que je trouve que est-ce que la subjectivité ne devient pas aussi importante à ce moment-là? Et est-ce que si votre client ou vos consommateurs, et en fait, Cédric, toi, tu es business analyst, c'est une chose que j'ai fait une conférence il y a quelques années en disant que les business analysts se basent sur du data concret. C'est pour ça que je te pose la question. Ouais, c'est une très bonne question. Les gens qui font de la gestion de la valeur se basent sur les besoins, en fait, qui peuvent être très subjectifs. Et donc, il faudrait avoir une combinaison des deux. Et en fait, c'est génial que tu sois à la fois business analyst et que tu fasses de la valeur parce que c'est la combinaison idéale, en fait. Et je ne sais pas, vous pouvez peut-être élaborer là-dessus. Je te remercie parce que c'est une bonne transition pour me laisser juste quelques minutes d'intervenir en tant que business analyst. Et c'était le slide que je voulais partager avec vous. C'est vrai qu'il y a un espoir. Déjà, il y a eu prise en compte dans le PMBOK et au PMI une prise de conscience de l'importance de la business analyst dans la réussite des projets. Je suppose, alors parce qu'on parlait de requirement management à l'époque, c'est-à-dire la gestion des exigences, où il fallait quelqu'un qui s'assure qu'on suit bien que les exigences soient réalisées pendant tout le long du projet et qu'il y ait des logiciels, des suivis d'exigences. Là, il y a eu des experts en gestion d'exigences dont le BA a été, est toujours en fer de lance. Demain, c'est pour ça que je parle de au-delà, le plus loin de la business analyse, et ça va avec l'évolution du PMBOK, mais dans le BA-BOK, qui est le Body of Knowledge de la business analyse, on parle aussi de cette notion importante de valeur et d'outcome. Je crois que on a, étant des experts, pour moi, un business analyst, il est l'expert de la satisfaction des besoins. Si on appelle un business analyst, c'est parce qu'on a besoin de récolter et de s'assurer qu'on a bien tous les besoins, ces exigences. Si demain, on pouvait en plus s'assurer le coût, là, je ne sais pas, peu importe, coût, prix, valeur financière, valeur, peu importe, mais si nous, en plus de notre expertise en tant que satisfaction des besoins, on pouvait augmenter nos compétences dans ce calcul de la consommation de ressources ou de ces impacts positifs ou impacts négatifs, d'ailleurs, on évoque ça en éco-conception ou dans tous ces univers de la RSE. Si on pouvait prendre cette compétence en plus de la satisfaction de besoins, on deviendrait les leaders, les personnes, comme à l'époque, on suivait les exigences, le requirement, on serait les suiveurs de la valeur, c'est-à-dire que les business analysts, à terme, pourraient être les personnes qui garantissent que le projet a répondu aux exigences et à ses coûts, donc à créer de la valeur. Puis on pourrait même après s'assurer par des enquêtes de satisfaction et des recherches de performance, de bénéfices attendus derrière pour garantir la réussite de ces projets. Donc, toujours pareil, je pense que le business analyst a une place prépondérante à côté, ensemble avec le chef de projet pour la réussite de ces projets. Voilà, c'était un petit plaidoirie pour la business analyst. C'est de la même façon que dans le secteur manufacturier, par exemple, au niveau des produits, on utiliserait beaucoup un expert qualité qui aurait le Lean Six Sigma, ceinture noire, de tout ça, qui pourrait être le champion valeur aussi à l'intérieur d'une entreprise manufacturière. Donc, dans chaque cas, on peut trouver la personne la plus appropriée pour contribuer à ce changement de paradigme, là, de parler valeur plutôt que de parler produit ou service. Super. Alors, Michel et Lucie, pardon. Je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu les questions qui ont été posées. J'ai deux questions qui me semblent intéressantes. Alors, voilà. Peut-être celle d'Hélène Schmidt
Par rapport à vos retours d'expérience, quelle est la composition d'une équipe multidisciplinaire idéale? Et puis celle de Muriel Grosse, quid du mandat de projet? Le périmètre a des chances de bouger souvent. Alors, la première, c'est intéressant, il y a une étude qui a été faite il y a quelques années par Booz & Co. Qui essayait de lier l'investissement que les entreprises font en innovation avec le niveau d'innovation. Donc, plus on investit, plus le niveau monte. Ils ont démontré que c'était totalement faux. Il n'y a aucune corrélation. Cependant, durant cette recherche, ils ont découvert qu'il y a une très grande corrélation entre le niveau d'innovation et la qualité des réseaux internes. Donc, c'est l'équipe multidisciplinaire, effectivement. Plus les gens se parlent à l'interne, plus les gens… Donc, il n'y a pas d'équipe multidisciplinaire idéale qu'on peut définir, si vous voulez, au départ. Mais ce qu'on peut faire, par exemple, c'est de dire l'équipe la plus multidisciplinaire qu'on peut avoir, c'est effectivement la meilleure équipe. Bien sûr, en respectant les nombres, Lucie en a parlé tout à l'heure, il y a des fois des grands nombres qui sont plus difficiles à gérer. Mais donc, ça, ce serait personnellement ma réponse. Quant au mandat de projet, ben oui, le périmètre va changer souvent, mais s'il change pour quelque chose de mieux, pour atteindre des meilleures solutions, ben oui, allons-y. Et c'est là où le concept d'agile entre en jeu. Mais pour que ça marche, il faut avoir des objectifs clairs. Et c'est les 5 objectifs stratégiques, par exemple, dont Cédric a parlé dans sa démonstration, c'est ça. Ces objectifs restent stables. Ce qui change, c'est la façon de les réaliser ou le périmètre qu'on va faire ou la façon dont on combine des technologies, dont on combine des projets ensemble pour arriver à un meilleur résultat. Mais il faut que les objectifs de haut niveau, eux, restent stables. Ça, c'est important. Et c'est pour ça qu'il faut toujours demander la question « pourquoi ?» Pourquoi on fait les choses? Voilà, c'était ma réponse à ces deux questions. À quoi ça sert? Lucie, et c'est pour ça aussi qu'il faut suivre l'entreprise dans sa maturation, si vous voulez. Là. Parce qu'au début, une entreprise ne saura pas comment s'organiser pour parler valeur, penser valeur, concevoir valeur, value design et tout ça. Là. Mais avec le temps, en apprenant c'est quoi, en développant cette culture valeur-là à l'intérieur de l'entreprise, on peut graduer, si vous voulez, au value management. Mais on commence par des interventions sporadiques ici et là pour développer cette culture valeur, équipe par équipe. Et quand toutes les équipes l'ont, ben là, après ça, c'est la gestion de la valeur qui rentre en ligne de compte. Là. Rome n'a pas été bâti en un jour. Eh bien, c'est ça, voilà. Et ben, il y a une question ici, existe-t-il des outils et des gabarits pour appuyer la démarche? Bien sûr, il y a la démarche valeur est bien documentée, elle est bien expliquée, il y a des formations qui existent là-dedans. Donc, à l'Université de la valeur, par exemple, c'est la formation la plus fréquente ces temps-ci sur la démarche valeur. Donc, vous pouvez y aller voir qu'est-ce qu'il y a. Mais il y a de la documentation. Michel a écrit un livre. Moi, je publie le mien cet automne, à la fin de l'été. Ah, un scoop! On a le scoop! Donc, il est en révision et puis donc ça s'en vient. Donc, ce livre-là va décrire la démarche valeur pour vous aider à choisir les équipes, à choisir les projets, à intégrer la maturité, à développer cette maturité-là à l'intérieur de l'entreprise et tout ça. Donc, et il y a même... Il y a Save qui a sorti, alors ils n'appellent pas ça un BOC, mais ils ont sorti un guide, hein, je crois, d'analyse de la valeur, c'est ça, en anglais, mais ils ont sorti une sorte de bonne pratique en analyse de la valeur, c'est ça? Tout à fait, oui. Ils voulaient l'appeler BOC, je ne sais pas pourquoi ils ont boqué là-dessus, là, comme on dit ici, je ne sais pas pourquoi ils ont décidé de ne pas l'appeler le Body of Knowledge. Il s'appelait comme ça avant, là, ils l'appellent guide sur l'analyse de la valeur. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que moi, j'ai décrit un petit peu la démarche que j'utilisais, et en fait, la démarche que Lucie et Cédric nous ont montré aussi, c'est la même chose. La façon de l'atteindre sont un peu différentes, les mots sont un peu différents, mais c'est les mêmes principes, et c'est ça qui est important. C'est comme on parle d'agile. Pour l'instant, je suis beaucoup dans l'agile, mais on parle d'agile, et là, les gens disent « Ah oui, c'est quelle technique, c'est quelle méthode, c'est quel outil ?» Mais non, ce n'est pas ça. C'est la façon, c'est une approche.
Et le management par la valeur, l'analyse de la valeur, tout ça, ce sont des approches. Ce qui est important, c'est les concepts qu'il y a derrière. Ce n'est pas les outils qu'on utilise. On utilisera toujours les meilleurs outils. D'ailleurs, c'est un des éléments du nouveau PMBOK. C'est le concept de choix et de tailoring. Tailoring, ça veut dire qu'on bâtit l'outil ou la méthode en fonction des besoins. Il ne faut pas que ce soit l'outil qui définisse vos besoins, mais il faut que ce soit vos besoins qui définissent l'outil. Tu as entièrement raison. Et c'est exactement ce que je pense vous dites dans vos livres réciproques. Et il y a tout un ensemble d'outils et puis on les prend en fonction des démarches des clients et des spécificités. Hein. Il y a quand même pas mal, j'aimerais qu'on revienne sur l'administration publique parce qu'il y a quand même quelques questions. Il y a l'air d'avoir un intérêt de notre public à ce genre d'expérience dans la valeur. C'est vrai que de plus en plus, vu les initiatives participatives, de démocratie participative, je crois que la valeur a son rôle à jouer, sachant qu'en mettant une analyse de la valeur sur les investissements publics, on pourrait arriver ainsi à rendre plus transparents les choix dans les investissements, sachant qu'on pourrait mettre en avant le fait qu'on a bien pris en compte la satisfaction de tous les électeurs, de tout ce qu'ils appellent les citoyens, et qu'on a bien fait en sorte d'associer cela à l'ensemble des consommations employées. Donc, il y a un vrai intérêt aussi dans l'administration publique à l'analyse de la valeur. Qu'est-ce que vous en pensez, Lucie et Michel? Bien, en fait, c'est effectivement vrai que ça garantit la transparence. Ici au Québec, avec la loi sur comment on appelle donc sur la documentation, là, je ne sais pas trop quoi, on peut avoir accès au rapport d'analyse à valeur. Alors, n'importe qui pourrait demander, il y a eu une analyse à valeur sur, dernièrement, j'étais impliquée, une analyse à valeur sur un système d'aqueduc et d'égout dans une ancienne municipalité qui c'était tout à refaire. Les citoyens se plaignaient des coûts exorbitants, qu'il y aurait sûrement d'autres solutions. L'analyse a permis de comparer différentes solutions d'aqueduc et d'égout pour un milieu rural comme le leur. Et le maire est parti à la fin de la démarche avec le rapport et a présenté le rapport à la population. Et toutes les options étaient là, l'ensemble des besoins. Là. Donc, l'ensemble des besoins devient le référentiel auquel toutes les solutions sont comparées pour choisir celle qui remplit le mieux les besoins au meilleur coût possible. Et dans les coûts, on a mis pas seulement les coûts techniques là, de creuser, de mettre des égouts et des aqueducs, mais aussi les coûts associés à la perte des grands arbres, s'il fallait ouvrir le chemin pour installer les égouts, les coûts positifs, par exemple, de l'augmentation de la valeur des maisons, maintenant qu'elles étaient raccordées à l'égout et à l'aqueduc, plutôt que des fosses septiques et des puits qui étaient pollués et des fosses septiques qui coulaient. Donc, il y a tous ces coûts-là qui rentrent en ligne de compte. Pas seulement le coût, combien ça me coûte de payer l'entrepreneur, creuser le chemin, puis mettre des égouts, des tuyaux dans le sol. Alors, tout ça devient c'était quoi la question au début? Non, c'était l'analyse de la valeur dans les administrations publiques et son importance. Je crois aussi. Oui, il y a plusieurs coûts dont il faut tenir compte. Oui, Ces en effet. coûts-là doivent faire partie de la démarche. Moi, Pardon. Excuse-moi, Cédric. Voulais-tu que je réponde aussi ou tu... Non, je voulais juste signaler que je crois que l'administration américaine demande pour tout investissement supérieur à un certain montant de faire une analyse de la valeur, c'est ça? Oui, mais c'est un peu ça, hein, c'est du rubber stamping. Pas toujours. Pas toujours, mais... Dans certaines administrations, oui, mais dans d'autres, c'est vraiment apprécié et puis ils ont vu les résultats. Mais je reviens encore au niveau de maturité. Quand les gens voient les résultats, ben, au bout de quelques années, ils disent ce n'est plus du rubber stamping, c'est vraiment performant pour les projets et ils adorent. Mais en fait, ce qui est intéressant aussi avec l'analyse de la valeur, c'est que plus on en fait, moins les gens ont l'impression que c'est utile. C'est comme le COVID.
Comme plus la les gens vont qualité. être vaccinés, ou plus les vaccins, plus les gens vont être vaccinés, moins il y aura de maladies, moins les gens vont dire, plus les gens vont pouvoir dire, ben, le COVID, finalement, c'est pas grand-chose. Alors, quand on est dans une situation très, très extrême, on veut mettre en place des choses, on fait de l'analyse de la valeur, et puis là, quand tout commence à bien aller parce qu'on fait de l'analyse de la valeur, ben là, les gens commencent à dire, ah ben oui, mais là, on n'en a plus besoin. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Ça va bien. Mais là, il faut passer à l'étape supérieure. Je voulais, pour répondre peut-être à la question de Cédric, vous référez à un TED Talk qui est très intéressant. Si vous cherchez Alejandro Aravena, c'est un architecte chilien qui fait des projets sociaux. Et entre autres, il parle d'un cas où effectivement, et même moi, souvent, j'utilise même pas le mot valeur, analyse la valeur, etc. J'utilise le langage des gens avec qui je parle. Et dans son cas, il avait pour une communauté à bâtir pour 100 familles des unités avec un budget de 10 000 $ par famille. Et il dit, bon, la seule façon traditionnelle de le faire, c'est de bâtir en hauteur. Mais il travaillait très près de la communauté, justement, les projets publics, comme disait tout à l'heure Lucie aussi, tu travailles souvent avec la communauté. Et lui, il travaillait très près de la communauté. Ils lui ont dit, si vous nous mettez dans des petits appartements en hauteur, on fait la grève de la faim, c'est foutu. Alors, il a fallu penser à autre chose. Alors, il a dit, si on prenait le 10 000 $, une maison normale habitable, c'est 80 mètres carrés. Et là, il dit, si au lieu de dire qu'une petite maison, pour 10 000 $, on peut bâtir 40 mètres carrés, si on disait, on peut bâtir la moitié de 80 mètres carrés. Et ce qu'il a fait, il a bâti des demi-maisons. Donc, il bâtissait cuisine, salle de bain avec toutes les entrées électriques. Il mettait le toit au-dessus de l'ensemble. Et là, les gens eux-mêmes finissaient leur maison avec des matériaux qu'ils trouvaient, qu'ils ramassaient, du recyclage, etc. Et ça donnait des résultats super importants. Mais c'est vraiment de l'analyse de la valeur. C'est une pensée, une idéation qu'on fait de quelles sont les façons de reposer le problème de façon différente. Souvent, en analyse de la valeur, on va dire, bon, il y a une norme. Si on éliminait la norme, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et là, après, on ramène la norme, on dit, OK, maintenant qu'on a toutes ces idées, laquelle pourrait marcher à l'intérieur de cette norme? Et un autre élément dans la même présentation dont il parle, c'est qu'il avait un projet, à un moment donné, il y avait une partie de la ville, des bidonvilles, donc au pied de la ville, qui était au bord d'une rivière, qui était régulièrement inondée chaque année. Et là, on lui a demandé de faire un projet là-dessus. Et il a trouvé qu'en plantant, en créant un parc naturel avec des arbres, etc., ça absorberait les surplus d'eau. Mais là, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas assez de budget. Ça coûtait 40 millions et il n'avait que 20 millions de budget. Alors, ce qu'il a fait, il est allé voir dans d'autres administrations, et c'est là qu'on parle de trucs multidisciplinaires. Il est allé voir dans d'autres administrations est-ce qu'il y avait des budgets par rapport à cette zone de la ville. Il a trouvé deux autres administrations qui avaient des budgets. Ensemble, ils avaient 50 millions de budget. Ils ont mis ça ensemble, ils ont travaillé un projet commun et ils ont réussi à faire le projet. Et ça, je l'ai vécu, moi, quand j'ai travaillé au National Australia Bank, le même principe, où, effectivement, en allant voir les autres, et parfois, il faut proactivement faire la démarche d'aller voir les autres départements, d'aller voir des personnes, de les rassembler. Et en fait, c'est très, très intéressant quand on peut faire ça. Donc, surtout en administration publique, élargissez le nombre de vos parties prenantes. J'ai travaillé sur le tram de Dublin. C'était la même chose. On avait négligé de consulter les commerçants riverains et on avait toujours vu qu'à la fin, le tram serait bon pour maintenir ces commerçants dans le truc. Ce qu'on avait oublié, c'est que pendant les 2 ou 3 ans de la construction des trams, les gens allaient éviter le centre-ville. Et ces gens-là allaient tomber en faillite parce que ce n'étaient pas des grosses compagnies. Et donc, on a repensé le projet pour donner des subventions pour leur permettre de rester en opération pendant ces 2 années de construction du tram pour qu'à la fin, et si vous allez à Dublin aujourd'hui, il y a plein de commerçants locaux sur la route du tram parce qu'ils ont été aidés durant la construction. Et c'est ça l'analyse de la valeur et c'est ça travailler avec les communautés. Avec communauté, avec toutes les parties prenantes, en récoltant tous ces besoins. Parce que souvent, on se focalise sur une partie prenante qui est souvent le client et on en laisse pas mal à côté. Et en effet, cette équipe pluridisciplinaire dont on parle depuis le départ est vraiment important. On l'a vu, Lucie anime des ateliers avec
une quinzaine de personnes de toutes les disciplines et c'est très riche en apports. Que ce soit, alors c'est riche en apports de solutions, parce que ça, on a aussi souvent, on va chercher dans le design thinking, on va chercher plein de monde pour trouver des solutions, mais aussi pour trouver des besoins. Et c'est là où, quelquefois, il faut bien reprendre le fait que cette pluridisciplinarité va aussi dans la recherche des besoins, avant d'aller forcément dans la recherche de solutions. Le temps avance, il est 19 heures. On peut continuer si vous voulez rester. Je comprends qu'il y en a qui doivent partir. Il y a beaucoup de questions qui sont posées. Alors, je vous en ferai part de toutes ces questions à chacun. Vous pourrez peut-être y répondre. On peut peut-être répondre à travers LinkedIn, peut-être pour continuer la discussion, les débats. Peut-être qu'on pourra refaire un masterclass sur ce sujet-là si ça vous intéresse. Est-ce qu'on pourrait faire un dernier tour de table tous les trois pour conclure cette masterclass là? Ça te va? Je suis en train de répondre à quelques questions par écrit. Ah oui, là. j'ai vu la loi 66 là. Je ne sais pas si c'est très spécifique. Peut-être que tu pourras y répondre. Ben oui, c'est un peu spécifique au Québec là. Alors... Voilà. Alors, vous pourrez continuer. Je n'éteindrai pas le webinaire tout de suite pour répondre peut-être aux questions par écrit. Lucie, pour conclure, qu'est-ce que tu en dirais de tout ça? Je dirais que, bon, ça fait 30 ans là, que je fais de l'analyse à valeur et j'ai vu l'attitude des entreprises évoluer beaucoup. Donc, je reste très positive à tout ça. Je crois que de plus en plus d'entreprises, elles ne sont pas toutes au même niveau, là. Il y en a qui en font depuis plusieurs années et sont vraiment rendues au value management. Donc, elles réfléchissent beaucoup à leur entreprise même, comment l'entreprise peut mieux répondre aux besoins, et pas juste les besoins techniques, mais aux besoins autant au niveau environnemental que sociétal, comme tu disais au tout début de la présentation. Donc, on la voit, cette transition-là. Alors, par exemple, je ne fais plus jamais aucun atelier sans que dans un diagramme fonctionnel, il y ait la branche respecter l'environnement. Ce qu'on ne voyait pas il y a 30 ans, mais maintenant, c'est impossible de penser à quelque projet que ce soit sans qu'il y ait cette branche-là de respect de l'environnement ou respecter la société ou des choses comme ça qui entrent toujours de plus en plus en ligne de compte dans les projets de toute nature. Là. Je travaille sur des projets de tous les domaines et cet aspect-là est toujours là. Donc, l'aspect valeur est de plus en plus maîtrisé. Il y a encore beaucoup de travail à faire, là, mais chez mes clients, là, je vois que ça se maîtrise de mieux en mieux. Donc, moi, je reste très, très positive par rapport au futur de la démarche analyse à valeur et management de la valeur surtout. Là. Merci, Michel, Lucie. je ne sais pas si tu perçois ça toi aussi. Hein? Et toi, Michel, qu'est-ce que tu dirais alors pour conclure? Je te remercie encore de ta présence, comme à Lucie. Ben, pas de problème. Écoute, moi, je dirais que, contrairement à ce qu'on peut penser, même une valeur subjective peut se mesurer. Et il y a des moyens de mesurer la valeur, mais ce qui est important aussi, c'est toujours se rappeler que la valeur, c'est un ratio. Ce n'est pas une chose, ce n'est pas le coût, ce n'est pas la qualité, c'est un ensemble de choses sur lesquelles les parties prenantes doivent s'entendre. Et là, il y a Ian qui disait, could the quality and value of innovation in fact be correlated with how much each discipline knows and understands the other? Combien les différentes disciplines s'entendent, se comprennent et se connaissent? Oui, mais ça, c'est basé sur le principe de base qu'on doit se respecter. Or, souvent, les disciplines dans nos entreprises actuelles, c'est que l'erreur est punie. Souvent, on dit on doit prendre le moins de risques possible, surtout depuis les grands scandales qui ont eu lieu dans la fin des années 90 ou 90 et en 2008. Et les gens ont peur de prendre des risques, ont peur de s'ouvrir, ont peur de se montrer. Or, tout le principe de l'analyse de la valeur, c'est d'amener les gens à s'ouvrir, à amener des idées. Mais tout ça dans le respect d'avoir un bon débat sain, mais sans faction, sans créer des factions.
de pouvoir effectivement écouter, être à l'écoute active et tout ça. Et ça, c'est une partie très, très importante de la valeur et d'arriver à générer de la valeur. Tous les ateliers qu'on fait, etc., c'est ça la base. Et donc, je dirais que ça revient aujourd'hui à deux choses. Oui, ça se mesure, mais surtout, il faut respecter les autres, il faut respecter l'équipe, il faut essayer de se mettre à leur place. Tu parlais d'éliciter les parties prenantes, les besoins des parties prenantes, Cédric. C'est important de se mettre à la place, d'essayer de comprendre vraiment, comme l'exemple que je donnais d'Aravina, comprendre ce que les gens veulent. Ne pas s'arrêter et toujours être curieux, toujours mettre en cause, remettre en cause, poser des questions. Ça, c'est ce qui fait que l'analyse de la valeur a de la valeur. Super. Eh bien, écoute, tu viens de définir exactement un business analyst. Donc, oui, tout à fait. Hein. Nous, c'est quand on enseigne justement la business analyst, c'est toutes ces valeurs qu'on met en avant, ces compétences qu'on met en avant. Donc, je crois qu'il y a vraiment une complémentarité et des compétences à acquérir, que ce soit par les business analysts ou par les chefs de projet, pour que cette valeur soit encore mieux intégrée et la création de valeur soit encore mieux intégrée à l'entreprise et au projet. Alors voilà, bah écoutez, sur ce, vraiment, moi personnellement, j'ai trouvé ça très passionnant. J'espère que tous ceux qui ont participé également. Je tiens encore à remercier énormément Lucie et Michel pour ces moments et ces partages d'expériences qui nous ont fait part. À très bientôt pour un prochain masterclass. Et puis, on sera très content de vous revoir certainement dans quelques mois pour continuer cette discussion, surtout après que le PMBOK 7 soit sorti. Et puis, on aura l'occasion d'en rediscuter tous ensemble. Merci encore. Merci Michel. Merci Lucie. Ciao, ciao à tous. Au revoir.